7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Maud, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, on est dans une période turbulente, mais on va commencer par évoquer votre livre, votre dernier livre intitulé « Moi Jean-Luc M », publié aux éditions Grasset. Vous évoquez le parcours politique de Jean-Luc Mélenchon, parcours qui a aussi une actualité, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement. Vous dites « Je l'ai vu passer de la générosité à la férocité, de l'humanisme au fanatisme, du charisme au clanisme. » Cette fracture que vous évoquez, à quoi est-elle due, Christophe Barbier ? Je pense qu'elle est due à plusieurs choses. D'abord, le parcours personnel d'un homme, à la fois psychologique, une forme d'hubris, et puis idéologique, sa vision de la société, de la révolution. Il y a un cocktail personnel chez Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas reproductible, qui n'est pas comparable à qui que ce soit d'autre. Ensuite, il y a un deuxième phénomène, c'est le délitement de la gauche durant cette période. Grosso modo, depuis l'accession de Lionel Jospin à Matignon jusqu'à aujourd'hui, on a vu une gauche qui s'éloignait de plus en plus de ses fondamentaux, c'est-à-dire la défense des prolétaires, la lutte des classes, la défense des grandes valeurs, Jaurès-Blum, la laïcité, la République, etc., l'universalisme, pour aller vers une gauche plus différentialiste, une gauche du droit à la différence, une gauche qui se préoccupait plus des minorités, quelles qu'elles soient, que des classes sociales. Et donc cette grande cassure idéologique, mais aussi sociologique de la gauche, ça a abouti à la libération d'espace politique. Et Jean-Luc Mélenchon a profité de cette trahison de la gauche classique pour venir occuper un espace nouveau qu'il a occupé en plusieurs temps, d'abord par une radicalité de gauche, c'est le Front de gauche, c'est le parti de gauche, et puis ensuite par la dérive que j'appelle islamo-gauchiste de la France insoumise. Vous évoquez cet islamo-gauchiste, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui définit le mieux aujourd'hui la politique de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, c'est le cœur de sa stratégie. Ce n'est pas toute sa stratégie, mais c'est le moteur. On l'a bien vu d'ailleurs dans la récente élection européenne, puisqu'en pariant tout sur le soutien à la cause palestinienne, pour ne pas dire le soutien au Hamas dans certaines prises de parole, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a vu sa liste progresser de 50% entre 2019 et 2024. 1 million de voix gagnées. La stratégie Rima Hassan a payé. Et elle illustre cet islamo-gauchisme. C'est quoi l'islamo-gauchisme ? Parce qu'on entend plusieurs définitions. Pour moi, c'est la volonté d'appuyer le gauchisme sur le soutien à l'islamisme politique, de poursuivre le rêve révolutionnaire rouge en s'alliant à ceux qui prônent la politique verte, pas verte écolo, mais verte de l'islam. Jean-Luc Mélenchon pense que le prolétariat classique, Émile Zola, les mines, la sidérurgie, c'est terminé. Il n'y a plus d'immigrés polonais, il n'y a plus d'immigrés italiens, portugais. Le nouveau prolétariat, ce sont les banlieues de l'islam. Humiliés par le passé colonial, humiliés par la crise économique qui font qu'ils sont dans la pauvreté et humiliés par l'islamophobie, les contrôles aux faciès, etc. Sur cette triple humiliation naît une colère que les islamistes essayent de canaliser vers le djihad, vers le terrorisme, et que Jean-Luc Mélenchon essaye de ramener vers le soutien à la révolution post-castriste. Il est persuadé qu'une fois la révolution accomplie, il sera facile pour les rouges de se débarrasser des verts, que les barbus marxistes pourront chasser les barbus islamistes. C'est l'erreur qu'ont commise les communistes en Iran en 79. Donc, c'est une erreur assez commune. Et je pense qu'il veut s'appuyer sur l'islam politique et ses revendications pour faire détonateur dans la société et provoquer la révolution. Alors, vous parlez à juste titre de cette rupture avec un électorat, l'électorat populaire, en fait, qui est allé vers le Rassemblement national, et on l'a vu avec les derniers sondages. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire du Rassemblement national qu'il est d'une certaine manière devenu la nouvelle gauche ? C'est peut-être un peu provocateur de le dire comme ça, mais le RN ne se qualifie lui-même pas de parti de droite. Bien sûr, alors c'est composite le RN. Il y a le gaucho-lepénisme, défini, étudié par Pascal Perrineau il y a maintenant plus de 20 ans. Et en effet, sur les terres laissées à l'abandon par la gauche, notamment la gauche communiste, avec un désarroi social, avec un déclassement, eh bien, le RN a su faire prospérer une parole sociale, notamment toute la stratégie du pouvoir d'achat. En restant fidèle au pouvoir d'achat, Marine Le Pen a terrassé Éric Zemmour aussi en 2022. Donc c'est très important cette donnée sociale. Elle y a ajouté une autre donnée sociale qui n'est pas de gauche. C'est le déclassement du petit blanc des campagnes, ce sentiment d'humiliation de la ruralité abandonnée qui ne subit pas directement l'immigration, mais qui la voit et qui a l'impression que les pouvoirs publics préfèrent aider socialement les immigrés, les derniers arrivés dans la pauvreté, que
les abandonnés de la ruralité ou de la périurbanité, de cette France périphérique de Christophe Duly. C'est ce que Patrick Buisson a très bien théorisé. Donc vous voyez, c'est du social, mais c'est pas de la gauche, ça. Oui. C'est plutôt une vieille droite quelque part, une partie du monarchisme s'appuyait aussi sur la paysannerie pauvre à l'époque. Et puis, il y a un autre aspect du RN qui, là, est plus classiquement de droite, c'est la demande d'autorité, de sécurité, de tranquillité bourgeoise, l'ordre, et parfois l'ordre moral, avec une dimension de lutte contre les évolutions de la société, notamment l'évolution du genre, l'évolution sexuelle, de l'identité sexuelle. Et ça c'est de la droite. La gauche, elle, est restée libertaire de ce côté-là. Il n'y a pas de Cohn-Bendit au Rassemblement national. Oui. Vous voyez, ces composites, le RN, ça leur permet aussi, ce discours, d'échapper à la classification d'extrême droite. Alors, le RN est-il d'extrême droite ? À l'Assemblée nationale, oui. Il n'y a personne qui siège plus à droite que le RN, donc c'est institutionnellement, il est d'extrême droite, c'est ça. Voilà, il est d'extrême droite. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur continue à le classer d'extrême droite. Dans le paysage politique, hors Assemblée, on peut considérer que Zemmour, Reconquête, c'est plus à droite que le RN. Et puis, au-delà de Zemmour et de Reconquête, il y a tous les groupuscules qui ne font pas de politique, mais qui font le coup de main. Oui. Le GUD, les groupuscules des néo-nazis, c'est pas de la politique, c'est de l'extrême droite, de l'ultra-droite, comme on dit. Ça recentre évidemment le Rassemblement national. La double chance du RN depuis 2022, c'est que Zemmour les a recentrés et que Mélenchon fait plus peur que Marine Le Pen. Oui. Alors évidemment, ça a été pour eux un boulevard. Quand on a 30% des gens, 10 millions de gens qui votent RN, ça n'est plus l'extrême droite. C'est la droite, et plus que la droite. C'est quelque chose d'autre que ce qu'on a connu dans un paysage coupé entre droite-gauche avec le centre au milieu. Alors vous avez défini tout à l'heure l'islamo-gauchisme de Jean-Luc Mélenchon, lié à Jean-Luc Mélenchon en tout cas. En 2017, vous avez publié un livre qui s'appelle « Les derniers jours de la gauche » aux éditions Flammarion. Vous parliez de l'après-François Hollande, d'une gauche réduite en miettes. Qu'est-ce qu'il reste de cette gauche, Christophe Barbier, aujourd'hui ? Il ne reste pas grand-chose. Il reste un parti socialiste qui est coupé en deux, avec d'un côté ceux qui sont soumis aux insoumis, Olivier Faure, c'est-à-dire que c'est Mélenchon qui donne le ton. On le voit depuis cette élection, où au premier tour comme au second tour, c'est Mélenchon qui a parlé en premier, et la négociation politique se fait sur la base de ce qu'a posé Mélenchon. Et donc on a un parti socialiste qui ne domine pas son allié, comme du temps du PSPC avec Mitterrand, mais qui est dominé politiquement, mais surtout psychologiquement par son allié. Olivier Faure n'aurait jamais été député sans LFI. Il est élu dans une circonscription LFI, il est rouge à l'intérieur, rose à l'extérieur. Donc ça, c'est la gauche des soumis. Et puis en face, il y a une autre gauche. Elle existe encore, une gauche universaliste, une gauche laïcarde, une gauche honorable et courageuse, réformiste. Et c'est la gauche mollusque. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Elle a des incarnations, mais ces incarnations sont trop fragiles, manque de cran. C'est Glucksmann qui dit plus jamais LFI parce qu'il s'est fait traiter de sioniste, et il a raison. Et en 48 heures, il signe le Front populaire avec LFI. Ouais. C'est des talents incontestables. Carole Delga, Michael Delafosse, Nicolas Maillère-Rossignol, le maire de Rouen, les grands élus territoriaux de la gauche républicaine sont exemplaires. Mais ils ont peur. Ils ont peur de Mélenchon. Ils ne viennent pas dans le combat national. Ils restent chez eux. Le Congrès, ils y vont au PS, mais ils le perdent. Donc vous voyez, il y a un problème de ce côté-là. Et les grands républicains de gauche, ils sont à l'extérieur. Bernard Cazeneuve, par exemple. Ouais. Donc, cette gauche-là, qui a été un peu ruinée par l'expérience Hollande, avec un Hollande qui est toujours là et qui même revient, cette gauche-là, je ne sais pas si elle est capable d'être encore féconde. Mais ça peut arriver. Vous savez, il ne suffit de pas grand-chose. Ouais. Il suffit qu'il y ait non, c'est fini. C'est terminé avec LFI. On coupe le membre qui est gangréné. Ça a failli se faire après les européennes. S'il n'y avait pas eu la dissolution, je pense que dans l'automne, avec le congrès du PS, on aurait pu avoir cette scission définitive, un congrès de Tours vraiment radical. La dissolution de Macron a précipité cette coagulation contre nature qui s'appelle le Front populaire. Ceci dit, il n'est pas trop tard, puisque Mélenchon donne le ton, comme vous le disiez à l'instant, et en même temps, il est de plus en plus lâché par ses principaux lieutenants. Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin de l'ère Mélenchon ? Je ne crois pas. Je crois que Mélenchon n'est pas lâché par ses lieutenants, il épure son parti. Or, comme le disait le gendre de Karl Marx en écrivant à son oncle, le parti se renforce en s'épurant. Les mélenchonistes sont moins nombreux qu'avant la dissolution, mais ils sont plus mélenchonistes, ils sont plus durs. Vous n'avez plus de profils différents, vous n'avez plus d'indépendance. Ceux qui étaient indépendants intellectuellement, ils sont partis. Garrido, Corbière, Ruffin, Autain, et encore. Regardez Garrido, elle avait été mise au banc du groupe il y a quelques mois, humiliée. Elle est restée. Il a fallu qu'elle soit désinvestie par surprise, ils s'y attendaient pas du tout. Il a fallu une purge pour que ces gens-là disent « on s'en va ». Regardez la phrase de Ruffin.
il m'a fallu couper la corde qui me rattachait à Mélenchon pour respirer. Il dit pas le cordon, comme on dit le cordon ombilical, il faut couper le cordon. Il dit la corde. Donc il était mené en laisse, il était comme un pendu. C'est dire à quel point la terreur psychologique fonctionne. Mélenchon ne se sent pas faible parce qu'il s'est débarrassé de ces gens-là. Il se sent plus fort. Plus fort pourquoi? Mais pour être le candidat de cette extrême gauche à la présidentielle de 2027, qui pourrait d'ailleurs avoir lieu avant 2027. Tous ceux qui ont essayé de lui piquer la place, Ruffin, Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, que pèsent-ils? Peuvent-ils s'unir? Peuvent-ils demain accoucher d'un candidat qui pèse dans les sondages et dans la réalité plus que Mélenchon? Mélenchon, après La République c'est moi et la perquisition, il était tombé à 6. Tout le monde a dit il est fini. Il est remonté à 22, pendant que Anne Hidalgo terminait à 1,7. Qui peut croire aujourd'hui que Glucksmann ferait 22 et Mélenchon 1,7 dans une vraie campagne sur le terrain? Mélenchon, à mon avis, n'est pas du tout au bout de sa route. La dernière bataille, c'est la prochaine présidentielle. Il peut la perdre, hein. Il peut être liquidé comme Jean-Marie Le Pen en 2007 s'est effondré. Mais il peut aussi être l'homme qui fait 20-22%. Si le corps central est divisé, avec Attal, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, eh bien on aura un second tour Le Pen-Mélenchon. Ah ben Le Pen va gagner, c'est évident. Elle va faire 70% des voix. Mais c'est ce qu'il veut, Mélenchon. Il veut que le RN au pouvoir, comme ça a failli arriver là, provoque en France la révolution de la France des banlieues de l'islam et de la France avant-garde intellectuelle de Sciences Po et de Nanterre. Ouais. Son avant-garde rouge, ceux qu'on a vu occuper Sciences Po avec Rima Hassan. Il est persuadé que l'arrivée au pouvoir du RN va être le déclencheur d'une explosion qui s'appelle la révolution. Il ne veut pas gagner les élections et gouverner et réformer. Il veut la révolution. Il a besoin pour ça de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Il y travaille. Oui, et peut-être qu'on sous-estime effectivement la force et l'intelligence peut-être même de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, on a sous-estimé la puissance du nouveau Front populaire qui a quand même gagné pas une majorité, mais enfin en tout cas qui a gagné un certain nombre de sièges dans l'hémicycle. Comment vous analysez-vous ces résultats justement? On a sous-estimé, les sondages ont sous-estimé, on n'a pas vu arriver cette force du nouveau Front populaire qui a été dont la victoire, en tout cas cette montée en puissance a été marquée par ce front républicain dont on pourrait parler aussi. Mais vous, Christophe Barbier, comment vous analysez ces résultats? Le premier succès du Front populaire, c'est d'exister. Mélenchon, l'infréquentable, est devenu en 48 heures Mélenchon le partenaire indispensable. Il a été habile, il a laissé aux socialistes une centaine de circonscriptions où il y avait eu un candidat LFI en 2022. Dans cette centaine de circonscriptions, les 2 tiers étaient pourris, elles n'ont pas été gagnées. Mais un tiers était gagnable et c'est ce qui fait que le PS a eu beaucoup d'élus, tandis que Mélenchon ne progressait pas, il s'en fiche. C'est pas le nombre qui fait la force de Mélenchon à l'Assemblée, c'est le bruit. Ils étaient plus bruyants à 17 en 2017 que tous les autres. Ils étaient encore plus bruyants à 70. Donc là, ils vont, comme disait Darmanin, bordéliser. Et c'est ça la force des mélenchonistes. C'est la force de perturbation des institutions. Tout est faussé par leur radicalité. L'Assemblée, les négociations de groupe, ils ont une forme de terreur physique et psychologique sur leurs partenaires et leurs adversaires. Alors pourquoi ça a marché? Quand même, le Front républicain a marché parce que, évidemment, les électeurs de gauche qui n'avaient plus de candidats ont voté pour les centristes et les macronistes. Ça, ils le font toujours. Oui. Mais ça a marché aussi dans l'autre sens. Ça, c'est plus inédit. Les centristes ont voté parfois même LFI. Et ça, je crois que c'est la faute du RN. Le RN a montré dans cette campagne que son programme n'était pas prêt, que ses investitures ne tenaient pas la route avec tous les candidats frelatés qu'on a vus. Le plan Matignon, c'était du bidon. Et que Jordan Bardella était trop tendre pour aller à Matignon. Un pas en arrière, 2 pas en avant, les brebis galeuses, je retire ceci, j'édulcore cela. Il a eu la main qui tremble. Donc les Français qui restent déterminés à revendiquer ce que le RN propose, la sécurité, moins d'immigration, ils se sont dit c'est pas le moment. Par ailleurs, c'est une bonne nouvelle pour le RN, il aurait été incapable de gérer la situation compliquée qui est là. Donc c'est une défaite qui les préserve en fait. Mais au départ, si le Front républicain a marché, c'est que dans la dernière semaine de campagne, le RN a fait peur par son incompétence, par ses profils douteux et par son chef quand même un tout petit peu trop tendre, trop juvénile. Alors le RN n'était pas prêt. Est-ce qu'il le sera davantage en 2027? Ce ne sera pas Jordan Bardella, on parle de la candidature toujours de Marine Le Pen. On dit aussi qu'effectivement c'est une chance pour eux finalement de ne pas arriver à Matignon aujourd'hui. 2027, ça y est, c'est le grand boulevard, c'est l'avenue pour le Rassemblement national? Non, ou plutôt si.
c'est le Grand Boulevard, comme c'était le Grand Boulevard en 2012 pour Dominique Strauss-Kahn, le Grand Boulevard en 2002 pour Lionel Jospin, et le Grand Boulevard il y a 40 ans pour Michel Rocard. Hein. Oui, Autant oui. de grands boulevards qui se sont transformés en impasse, voire en gouffre. Non, il y a un avantage pour le Rassemblement national, c'est que dans l'année qui vient, ou dans les 3 années qui viennent, on a du mal à imaginer que la situation s'améliore. Voilà. Que ce soit économiquement, socialement ou sur le front de la sécurité, de l'immigration, de l'identité, peut-être qu'on redressera un peu la barre, mais on ne transformera pas les angoisses des Français en sérénité. Donc, le terreau sera toujours là. L'inconnu, c'est la géopolitique. Parce que plus la géopolitique sera périlleuse, moins le RN apparaît comme le parti qui peut tenir la route face à Moscou, face à la Chine. Mais cet inconnu-là qu'on ne maîtrise pas, à part, le reste devrait travailler pour le RN. En revanche, il y a devant le RN encore 3 obstacles. Premièrement, l'obstacle judiciaire. Il y a le rendez-vous du procès des assistants parlementaires européens à l'automne. C'est une affaire très mal engagée pour Marine Le Pen et le RN. Ensuite, il y a l'obstacle programmatique. C'est quoi le RN? C'est un programme qui juxtapose les contraires. C'est faire des cadeaux du côté social, la retraite à 60 ou 62 ans, l'augmentation de ceci, etc. Et de l'autre, dépenser pour la sécurité et pour d'autres. Et où on fait des recettes? Et comment on fait des économies? Donc le programme contradictoire, chaud et froid, oxymore du RN demeure tout de même une de ses faiblesses. 3e faiblesse, l'équipe. Bon, c'est mieux qu'avant. Bien sûr, il y a Marine Le Pen, il y a Bardella, il commence à y avoir une brochette de députés qui tiennent à peu près la route. Un Philippe Ballard, un Chenu, un Tanguy, Guillaume Bigot, le nouveau. On peut se dire avec ça, oui, ça ne sera pas plus nul que bien d'autres gouvernements. Mais c'est un peu court. Donc il leur faut, dernier obstacle, des alliés. Dupont-Aignan en 2017, insuffisant. Ciotti en 2024, insuffisant. Quand est-ce que le RN pourra dire au soir du premier tour, je fais une alliance avec un parti qui compte, qui a fait 10-12% au premier tour de la présidentielle, son candidat me rejoint, il ira à Matignon et nous gouvernerons ensemble. Ce qu'a fait Giscard avec Chirac, ce qu'a fait Mitterrand avec les communistes. Non, tant qu'ils feront ça, ils n'auront pas le report de voix suffisant, ils n'auront pas l'équipe compatible. En 1974, François Mitterrand a atteint 43% au premier tour de la présidentielle. Il a été battu au second. Battu, parce qu'il n'avait pas d'alliés. Il n'y avait pas de candidat communiste, l'écologie n'existait pas encore vraiment. Il n'avait pas de réservoir de voix, pas d'alliés. Et Marine Le Pen, elle peut faire 25, 30, 35 en 2027 au premier tour. Elle pourra gagner si elle est face à Mélenchon au second tour. Si elle n'a pas d'alliés, elle n'aura pas de majorité convaincante, en tout cas pas d'équipe compétente. Donc vous voyez, le Grand Boulevard, il est quand même semé d'embûches. Mais quel est l'allié de demain pour le Rassemblement national? Parce qu'on aurait pu penser effectivement aux Républicains, mais qui sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes. Demain, quel grand parti pourrait émerger et servir de réserve de voix? Est-ce que ce sont les abstentionnistes? On en a beaucoup parlé. Finalement, il s'est avéré que les abstentionnistes, en tout cas qui ont voté, qui sont mobilisés pour ces législatives, n'étaient pas forcément ceux qui ont voté massivement pour le Rassemblement national. Christophe Barbier. Il s'est passé quelque chose d'important le 11 juin. C'est le mardi où Ciotti vient à la télé et dit je passe un pacte d'alliance avec le RN. Les LR n'ont pas suivi. Et notamment, Laurent Wauquiez n'a pas suivi. Si Laurent Wauquiez avait dit Ciotti a raison, il faut y aller, on fait une alliance, on a la majorité absolue, je vais à Matignon. C'est le deal. Bardella se retire, je vais à Matignon. Marine Le Pen aurait signé tout de suite et on avait cette union des droites, rêvée par De Villiers, rêvée par Patrick Buisson, rêvée par Zemmour, et que personne n'arrive à réaliser. Wauquiez est resté de l'autre côté du Rubicon. C'est un sens fort, ça. Donc, où sont les alliés? Les abstentionnistes, je n'y crois pas. Ils ont fait le plein côté du RN. Oh, il reste encore des oubliés de la République qui, s'ils venaient voter, étant en colère, étant désespérés, voteraient RN. Mais quand on monte encore un peu en participation, tout le monde en profite. Et donc, je ne crois pas à cela. Paradoxalement, il y a un réservoir de voix pour le RN chez Mélenchon. Dans les seconds tours, Le Pen, Macron, en 17 et en 22, eh bien, l'électorat mélenchoniste du premier tour, il a voté en partie Le Pen. Parce que ceux de la colère sociale, ceux de la radicalité contre le système, qui voudraient renverser les élites, brûler la bourgeoisie, eh bien, ceux-là, dans un second tour, entre la bourgeoisie, qu'elle s'appelle Macron ou droite républicaine, et Le Pen, ils préféreront Le Pen. Donc il y a un réservoir de voix paradoxal chez les mélenchonistes. Réduit, mais il existe encore. Sinon, il n'y a plus de réservoir pour Marine Le Pen. Il faut qu'elle passe une alliance. Alors, dans le trouble actuel des institutions, peut-être que des gens vont bouger. Mais honnêtement, ça reste quand même très, très, très compliqué pour elle, parce que s'ils ne l'ont pas fait en 2024, pourquoi le ferait-il plus tard? On verra.
À suivre. En attendant, l'Assemblée nationale paraît quand même ingouvernable. Emmanuel Macron ne s'est pas vraiment prononcé pour l'instant. Il y a une lettre un peu tiède parue dans la presse, dans Le Parisien. Quelles sont les options pour Emmanuel Macron là? La seule option, c'est celle qui est dans sa lettre à tous les Français, c'est-à-dire d'avoir une majorité presque absolue qui irait des sociodémocrates jusqu'aux républicains. Peut-être en faisant l'impasse sur les écologistes qui sont souvent plus proches de LFI que de la social-démocratie. Ça fait un parti de gouvernement qui n'est d'accord sur rien, mais quand même qui peut faire le minimum. Plus exactement, c'est un groupe qui pourrait dire on va travailler ensemble à condition de ne rien faire. Voilà. C'est la seule solution à l'Assemblée. Toute autre solution serait des gouvernements précaires type 4e République et ils tomberaient. Cette solution, on l'a connue dans notre histoire. Elle s'appelle la troisième force. Nous sommes en 1947, on a peur des communistes qui veulent faire une démocratie populaire, on se méfie des gaullistes, c'est-à-dire du pouvoir autoritaire bonapartiste, tous les partis du milieu, MRP, radicaux, SFIO, UDSR, s'organisent en troisième force. Ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, les gouvernements, tous les 7 mois, se renversent entre eux. Mais ils gardent les postes, ils se répartissent les postes. Ça a tenu 4 ans, jusqu'aux élections de 51. Ça, c'est la solution que préconise Emmanuel Macron. L'autre solution, sinon, elle n'est pas à l'Assemblée. C'est le fameux gouvernement technique, avec des hauts fonctionnaires, de la société civile, quelques vieux politiques retirés des affaires, qui pourraient tenir 1 an, faire un budget, parer au plus pressé, en attendant une dissolution à l'été 2025. Mais sinon, à l'Assemblée, à part l'arc-en-ciel, le tutti-frutti préconisé par Emmanuel Macron, il n'y a pas de solution arithmétique. Alors pour l'instant, ça regimbe. Wauquiez ne veut pas y aller, les socialistes n'en veulent pas, mais on va épuiser les solutions les unes après les autres. On va peut-être épuiser la solution Front Populaire assez vite par une motion de censure ou par un déchirement du Front Populaire. Après, on va regarder s'il y a une solution à droite. Alors, LR, Édouard Philippe, peut-être un bout du Modem, peut-être quelques renaissances de droite. Bon, ça va faire 140, 150, 180 députés, pas plus. On va épuiser cette solution. Et peut-être qu'à l'automne, devant l'impératif de faire un budget, cet arc-en-ciel aujourd'hui improbable deviendra incontournable. Alors, on ne parle de rien. On ne parle pas d'immigration, on ne parle pas de réforme, on parle de rien, sauf du budget. Et le budget, on se met d'accord. Ah ben, ça tombe bien. Bruno Le Maire, homme de droite, passé chez Macron, prépare la copie. Il le dit dans le Figaro. C'est ce qu'il prépare comme budget. Début août, ça sera prêt. On part de cette copie, chacun fait ses amendements, et ce budget passe avec un 49-3 qui n'a pas de motion de censure contre lui. C'est-à-dire que les oppositions hurlent, déposent une motion de censure, mais ne la votent pas ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le RN, 120, 130. De l'autre côté, vous avez LFI, 60. Ça ne fait pas une majorité pour la motion de censure. Ceux qui n'aiment pas le budget, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de la motion de censure, c'est les socialistes et Ciotti. Ceux-là, ils hurlent, mais ils ne votent pas la motion de censure. C'est bon, on a un budget, on peut parler maintenant, on peut bavarder, ça tiendra jusqu'en juillet 2025. Ah non, mais vu comme ça, effectivement, on relativise tout de suite. Quelle est la durée de vie pour vous de cette Assemblée nationale, là, telle qu'elle est constituée? Elle a une double durée de vie. Elle a une durée de vie évidente d'1 an. Elle est protégée juridiquement contre toute dissolution avant 1 an. Donc pendant 1 an, il faut faire quelque chose, il faut s'occuper. Après, il n'est pas exclu, si on trouve un cocktail qui n'est pas enthousiasmant mais qui est viable, qu'elle dure 3 ans. Parce que qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Soit on dissout et on revote, il n'est pas certain qu'on ne se retrouve pas avec le même cocktail. Soit on se dit, attendez, on a les municipales devant nous. Les municipales, c'est important. On ne va pas gâcher les municipales parce qu'on aura eu une législative qui aura aggravé les problèmes. Donc tout le monde va dire, oulala, je ne veux pas être embêté dans mes municipales. C'est qui tout le monde ? C'est ceux qui possèdent des villes. Ça tombe bien. LFI ne possède pas de villes et le RN en possède très peu. C'est pas avec Perpignan, Moissac et Fréjus qui vont faire trembler la République. Donc tous les partis de gouvernement des villes, les écolos, les socialistes, les macronistes et les LR vont être d'accord. D'autant que les macronistes n'ont pas de ville non plus. C'est l'occasion pour eux de négocier localement, de rentrer dans des conseils municipaux. Donc peut-être qu'en 2025, plutôt qu'une dissolution hasardeuse, une paix des braves, où tout le monde rentre chez soi, l'Assemblée se met en sommeil et on va vers les municipales, ça plaira à tout le monde. Et puis après les municipales, c'est la présidentielle. On ne va pas dissoudre 1 an avant la présidentielle. Les assemblées, dans l'année qui précède la présidentielle, elles votent plus rien. Si, les transpositions de directives européennes, le budget, et puis des lois qui font l'unanimité. S'il y a une loi sur la protection de l'enfance,
ou pour la défense du bien-être des animaux, ou bien pour reconnaître la République indépendante du Baloutchistan, il y aura bien une majorité pour ça. Allez, on occupe les députés et on se retrouve à la présidentielle. Vous voyez un scénario à 3 ans, Ouais. c'est pas glorieux, mais c'est viable. Il n'est pas à exclure, même avec un gouvernement technique. Peut-être que les Français, s'ils avaient un Mario Draghi ou un Monti, ils se diraient « Ah bah quand même, le chef comptable, là, il fait le boulot. On va peut-être le garder un petit peu. » Alors, il y a une option qu'on n'a pas évoquée, c'est la démission d'Emmanuel Macron. C'est quelque chose auquel vous pensez, ça? Qui pourrait arriver? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Emmanuel Macron a montré qu'il était un joueur, qu'il pouvait jouer, mais jouer avec le mandat des autres. Ouais. Si Emmanuel Macron démissionne, c'est fini pour Emmanuel Macron. Il Oui. démissionne, il ne peut pas se représenter. Personne ne lui rendra hommage. Tout le monde lui tournera le dos. Qu'est-ce qu'il va faire? Des conférences comme Nicolas Sarkozy? Il va aller siéger au Conseil constitutionnel? Il va faire des affaires? Tout le monde va retenir que ça a été un très mauvais président qui non seulement n'a pas pu se représenter comme Hollande, mais n'a pas été capable d'aller au bout de son deuxième mandat. Qu'il a laissé la France dans un état pitoyable avec une chienlit et une dispute? Non, je ne crois pas à cela. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est auto-persuadé que cette dissolution, c'était gagnant-gagnant. Soit il avait une majorité parce que la gauche explosait et que la droite venait à lui, perdu, soit il était le maître des horloges, le maître des élégances, parce que c'est la pagaille à l'Assemblée. Et c'est ce qui se dit aujourd'hui. Le seul point stable dans la République, c'est le président de la République, avec, ajoutons-le, le Sénat et le Conseil constitutionnel. Du moins le Conseil constitutionnel jusqu'en février, parce qu'on va changer les effectifs. Donc, Macron peut se dire, cette dissolution, je l'ai ratée, mais je ne suis pas finalement plus faible qu'avant. Donc, il ne démissionnera pas. Il ne démissionnera pas. Christophe Barbier, non, il ne peut démissionner que si vraiment dans la rue, ça va mal. Oui, bon, si on a un état de chienlit, de blocage, c'est ce qui avait affleuré l'esprit de De Gaulle, ou du moins de son entourage, en mai 68. Hein. Quand il part à Baden-Baden, certains se demandent s'il n'est pas parti comme Louis-Napoléon Bonaparte ou Louis-Philippe, en exil. En exil, oui. Voilà, il faudra un trouble intérieur gravissime pour qu'Emmanuel Macron soit obligé de démissionner comme dans une fuite. Il ne l'a pas fait au moment des Gilets jaunes, la situation n'était pas assez grave, il a redressé la situation. On verra si ce cas de figure extrême et qu'il ne faut pas souhaiter à la France se présente. Oui, mais il ne démissionnera pas pour des raisons politiques. Il ne peut démissionner que pour des raisons d'ordre public. Il nous reste une petite minute, Christophe Barbier. Roland Dumas est mort il y a quelques jours. Roland Dumas, c'était une grande figure de la gauche, en tout cas mitterrandienne, d'une autre gauche. Le maire de Limoges lui a rendu hommage d'ailleurs en ces termes. Hein. C'était vraiment une certaine idée du socialisme. J'aimerais conclure avec ça parce qu'on a commencé en parlant de la gauche. On termine en parlant de cette gauche qui n'existe plus, Christophe Barbier. Qu'est-ce que vous gardez, lui, de cette gauche-là? J'ai pas beaucoup d'estime pour Roland Dumas. Ouais. Bon, paix à son âme, mais Mitterrand disait j'ai Badinter pour le droit et Dumas pour le tordu. C'était vrai. J'ai pas d'estime pour le ministre des Affaires étrangères qui grenouillait avec la Syrie, qui dans son dos faisait assassiner notre ambassadeur au Liban. J'ai pas beaucoup d'estime pour celui qui est allé défendre des causes indéfendables, notamment terminées avec Kadhafi, c'était pathétique. J'ai pas plus d'estime pour Dumas que Vergès. Reste qu'il y a eu le résistant Dumas, alors là, chapeau, pas de problème. Et puis, que la politique, c'est aussi des canailles, des gens qui ont un profil gribouille, mais qui font partie du grand roman. Nous sommes le pays qui a quasiment fait des funérailles nationales à Bernard Tapie. Donc on aime ces profils entre deux. Hein, le profil andouillette, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, quand ils sont morts, on passe l'éponge, c'est la tradition. Ça nous renvoie à une gauche quand même qui, dans ces combinations machiavéliennes à la Mitterrand, eh bien, savait tenir en respect la gauche radicale. C'est quand même la gauche qui a donné le baiser de la mort au communisme, et ça, c'était quand même assez habile à faire, et Mitterrand l'avait prémédité et organisé. C'est une gauche qui aujourd'hui manque, parce que la gauche d'aujourd'hui, elle n'a pas le courage, elle n'a pas le cran, elle n'a pas la détermination, elle est peut-être finalement, dans sa faiblesse, trop honnête par rapport à cette gauche de l'époque. Christophe Barbier, alors juste en 10 secondes, pourquoi l'écharpe rouge? Mais pourquoi pas? Très bonne réponse. Je vais envoyer vos auditeurs lire une nouvelle de Marguerite Yourcenar qui s'appelle « Comment maître Wang Fo fut sauvé ». C'est un très beau texte. On y parle d'une écharpe rouge à la fin. Excellent. Bah, écoutez, ce sera la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Christophe Barbier, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté votre éclairage sur cette situation, puis sur la gauche, l'évolution de la gauche. J'espère qu'on vous recevra très prochainement, peut-être à la rentrée, pour décrypter tout ce qui se sera passé cet été. Sait-on jamais. Premier ministre, pourquoi pas. Merci beaucoup, Christophe Barbier.